Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver pour le podcast Automobile Propre, épisode 69 du 20 mai 2023, avec aujourd'hui Johan Dessal, Johan Dessal, fondation de Tluki Conseil. Bonjour Johan. Bonjour. Et Jean-Christophe Gignac de la chaîne EV qu'on ne présente plus. Bonjour Jean-Christophe. Salut. Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google Podcast, Amazon Podcast, etc., etc. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter, cela nous ferait très plaisir et cela aiderait le podcast à gagner en visibilité. Et je suis enrhumé. Alors, on va tout de suite dans le vif du sujet parce qu'on a plein d'actualités cette semaine à traiter avec des sujets un peu polémiques, des débats, et on va commencer avec Tesla, une fois n'est pas coutume, qui se prend une plainte groupée aux USA après une mise à jour réduisant, soi-disant, l'autonomie de ses voitures, et notamment des Model S et Model X. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement ? On va pas faire très très long sur ce sujet parce que c'est un sujet finalement assez récurrent avec Tesla, qui pousse régulièrement des mises à jour de ses voitures, ce qui est généralement pour le plus grand bien des utilisateurs. Mais il se peut que de temps en temps, et c'est déjà arrivé, une mise à jour, par exemple, soit en mode protection de batterie et réduise l'autonomie des voitures. C'est ce qui s'est visiblement passé récemment lors d'une mise à jour récente aux US. Et un groupe de propriétaires de Tesla Model S et Model X, ça concerne uniquement ces deux modèles, pour le moment en tout cas, ont déposé une plainte collective parce que selon eux, une mise à jour automatique a réduit l'autonomie de leur voiture et provoquerait même des avaries, des bugs. Alors ceux qui utilisent les propriétaires de Tesla savent que les bugs sont assez rares, mais que cela peut effectivement se produire à l'occasion d'une mise à jour. Généralement, Tesla corrige cela assez rapidement. Mais au-delà de cette question qui est pour l'instant purement juridique, se pose la question qui est un petit peu plus prégnante aujourd'hui à l'ère de la technologie, c'est de savoir si on est encore réellement propriétaire des biens à forte connotation digitale qu'on achète. Alors certains disent, on a l'habitude de le dire un peu sous forme de boutade, que les Tesla sont des iPads ou des ordinateurs à roues. C'est pas complètement faux. Ce sont des voitures qui sont d'abord conçues autour d'une technologie et ensuite qui sont des automobiles, et non l'inverse, comme beaucoup de voitures européennes par exemple. Et ça pose un problème, et les lois sont très différentes aux États-Unis et en Europe. Et aujourd'hui, Tesla se donne un peu le droit de garder la main sur ces voitures et de vous dire un petit peu comment il faut les utiliser au fil des mises à jour. Et puis, on sait aussi qu'il est très difficile d'amener une Tesla à réparer ou à faire entretenir chez un autre prestataire que Tesla. On doit amener sa voiture chez Tesla, ce qui pose aussi des problèmes de monopole, des problèmes de coûts. Donc tout ça, ça ressort régulièrement à l'occasion notamment de ce procès intenté à Tesla pour cette énième mise à jour qui pose des problèmes. Alors, selon les utilisateurs, selon les usagers, cette dernière mise à jour aurait réduit l'autonomie de 20%. Alors ça paraît énorme, l'autonomie des voitures de 20%. Ça paraît énorme. On ne sait pas si c'est vrai. Il faudra suivre cette affaire d'un peu plus près. Mais ça rappelle un petit peu ce qui s'était passé à une époque avec Apple, ou même avec certaines autres marques qui produisent des produits digitaux, ou des produits à forte imprégnation du numérique. On n'est finalement pas vraiment propriétaire de l'appareil, on n'est plus vraiment propriétaire de ces données, on n'est plus propriétaire de l'usage qu'on peut faire de ces données. J'ai un autre exemple récemment qui concerne justement les téléphones et qui a tendance vraiment à m'horripiler, c'est le fait que au nom de droits qui nous dépassent un petit peu en tant qu'utilisateurs particuliers, on ne peut pas, par exemple, faire de capture d'écran sur son téléphone d'un programme de télé qu'on est en train de regarder sur une application. On a un écran noir. C'est complètement surréaliste, et puis c'est stupide aussi parce que c'est pas en faisant une capture d'écran fixe d'un programme qu'on va aller à l'encontre des intérêts des ayants droit. Voilà le genre d'excès auquel ça mène. Et puis d'autres certainement où effectivement on a l'impression et on sent de plus en plus que bien qu'on ait payé un produit très cher, on n'en est pas forcément pleinement propriétaire. Ça vous inspire une réflexion, messieurs ? Non, mais alors moi, pour le coup, j'ai une Tesla Model 3 et effectivement, j'ai déjà eu
des mises à jour qui ont pas bon, j'ai déjà eu des mises à jour qui ont créé des bugs, mais qui sont réglés, rapidement généralement. Mais j'ai déjà eu des mises à jour qui, je trouve, avaient dégradé l'ergonomie de la voiture et déjà, bon, alors déjà perdre 20 d'autonomie, moi ça me rendrait fou, c'est sûr. Surtout sur Ouais, une c'est Model clair. 3, SR+. Et puis après, des fois, ouais, tu pas content. Il y a une mise à jour qui arrive et tu moins ta voiture qu'avant. Mais en général, heu, c'est ce que je dis toujours, l'évolution, elle monte, elle descend, mais ça monte toujours et en fait, au final, tu as quand même une voiture qui est un peu meilleure à chaque fois. Mais ouais, ouais, c'est vrai, effectivement, c'est un peu bizarre de dire, moi, j'attends toujours qu'il y ait une mise à jour, j'attends toujours un peu les retours pour être sûr d'installer un truc Mmh. qui est mieux, plutôt que, subir une dégradation de l'ergonomie générale, ouais. Ouais, c'est ce que je fais aussi avec l'iPhone, ou avec n'importe quel téléphone. Quand il y a une mise à jour, j'attends d'avoir les premiers retours, quelques jours, quelques semaines, de voir un petit peu ce que ça dit avant de l'installer et effectivement, c'est la même chose pour Tesla. J'ai la même expérience en Tesla Model 3, effectivement. La plupart du temps, j'ai toujours été très content des mises à jour qui apportent vraiment des choses intéressantes, des nouveautés, une meilleure ergonomie et puis de temps en temps, il y a un truc, qui est poussé et on se demande ce qui s'est passé dans leur tête parce que ça ressemble vraiment à une régression et on se dit: «Mais pourquoi ils ont fait ça? Ça marchait super bien avant et pourquoi ils ont supprimé, ce bouton à tel endroit ou cette commande qu'il faut aller maintenant chercher dans un menu, improbable?» Et effectivement, mais bon, ça n'altère pas le fonctionnement ou la performance de la voiture, ce qui est important. Mais par contre, moi, je constate effectivement parfois des changements ergonomiques qui, un peu comme vous savez, quand on installe un nouveau Windows, il faut tout réapprendre en fait. Là, c'est un petit peu pareil. Johan? Ah, je suis entièrement d'accord. Moi, je vis parfois une espèce de frustration. Et là, je vais penser, alors je vais sortir du domaine de l'automobile, mais à ma montre connectée. J'ai une montre de running. Et de temps en temps, il y a des mises à jour. Alors, on les subit, hein, parce que est-ce qu'il faut la faire, est-ce qu'il faut pas la faire? On se sent un petit peu obligé de la faire. On se dit que ça va être bien. Et de temps en temps, en l'occurrence, ma montre, moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Les fonctionnalités sont les mêmes, mais vous les retrouvez plus au même endroit. L'écran a changé, vous trouvez ça moins joli. Alors on finit par s'habituer, c'est pas très grave, ce n'est qu'une montre. Mais c'est la même chose sur un téléphone et c'est la même chose effectivement sur une voiture. Et c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas un espèce de tutoriel avant pour dire cette mise à jour, mais quelque chose de compréhensible, d'explicite. Cette mise à jour, elle va faire ça et ça. Est-ce que vous la voulez vraiment? Est-ce que vous la voulez pas? Avec Tesla, pour ça, tu es sûr que tu l'auras le compte rendu être assez rapidement en suivant un peu les réseaux sociaux. C'est ça qui est bien. Tu as vraiment tous les gens pas contents, ils gueulent tout de suite, quoi. Donc c'est cool. Ça, c'est plutôt pratique. Oui et puis, il y a même des sites, alors il y en a un, je me souviens plus l'URL, mais il suffit de faire une petite recherche sur Google. Un site qui, liste absolument toutes les mises à jour de toutes les Tesla depuis le début et Ouais. souvent même de la mise à jour du jour qui va être poussée, et que vous n'avez pas encore reçue et effectivement avec tout ce qu'elle apporte, dans le détail. Très bien, 2e sujet, alors là, c'est une actualité qui n'est pas toute fraîche d'hier ou d'aujourd'hui, mais qui a à peu près une semaine, mais elle est trop importante pour qu'on passe à côté. C'est le fameux cap des 100 000 bornes de recharge franchies, en France, il y a donc environ une dizaine de jours. Ça a été annoncé, avec tambour et trompette par le gouvernement et par, d'autres organismes comme l'AVER notamment. Alors c'est un cap tout à fait symbolique. On avait eu l'occasion d'en parler avec le responsable général de l'AVER qui nous disait que c'était effectivement très symbolique. Mais c'est un symbole qui fait plaisir déjà et puis, il y a beaucoup de choses à dire dessus notamment en termes de data, de chiffres, pour décrypter un petit peu ce que signifie ce cap des 100 000 bornes franchies, Johan. Alors effectivement, c'est 100 000 bornes, c'est un slogan marketing, mais pour autant, c'est quand même très intéressant. Déjà, moi, ce qui me paraît très important de rappeler, c'est que ces 100 000 bornes, en fait, elles fournissent aujourd'hui 10 du des besoins, puisque 90 des recharges, sont réalisées soit, à domicile, c'est 75 soit au bureau, 15 des recharges qui sont réalisées. On j'ai vu passer des informations sur la quantité de kilowattheures qui serait passée, qui serait supérieure à 10 mais j'ai pas réussi à confirmer cette information-là. Donc 10 des recharges, peut-être un petit peu plus en termes de l'électricité qui passe par ces 100 000 bornes. Pour autant, ces 100 000 bornes, enfin ces 100 000 points de charge, parce que c'est pas forcément des bornes, ces 100 000 points de recharge, ils sont Mmh.
a priori sur 39 000 stations à peu près, et les stations moyennes grossissent, c'est-à-dire que on était pour l'instant sur des moyennes de stations qui avaient 2,6 points de charge, et qui, sur les 1000 dernières stations installées, on est plutôt sur 4 points de charge par station en moyenne. Donc on voit, alors c'est encore faible, mais on voit les stations grossir petit à petit. Et puis dans leur positionnement aussi, on voit que 35% de ces 100 000 points de charge sont sur des parkings, 24% sont sur des voiries, et 36% sont dans des commerces. Et là, il y a une autre étude qui est sortie très récemment sur le fait de choisir un commerce en fonction de la disponibilité d'un point de charge. Et c'est un critère qui est prédominant pour les utilisateurs de véhicules électriques. Alors, j'ai plus le chiffre exactement en tête, mais on est à plus de 70%. Et certains conducteurs de véhicules électriques ont changé, par exemple, de grande surface. Ils sont passés d'un Carrefour à un Leclerc, d'un Auchan à un Carrefour, et ainsi de suite, parce que la grande surface où ils allaient n'avait pas de borne de recharge, mais l'autre grande surface pas très loin de chez eux proposait une borne de recharge, pas forcément gratuite, c'était pas forcément ça le critère, mais le simple fait d'en proposer. Et donc aujourd'hui, alors quand toutes les grandes surfaces seront équipées, ça sera sans doute plus un critère, mais aujourd'hui, proposer des bornes de recharge, ça peut faire changer une habitude aussi forte que le supermarché où on se rend tous les samedis matins pour faire ses courses et pour se nourrir toute la semaine. Donc c'est quelque chose d'assez important, et donc c'est 36% des 100 000 points de charge. C'est la même chose avec l'hôtellerie. Hein. Exactement. Alors moi, pour moi, l'hôtellerie... Du coup, on n'a pas... Oui, excuse-moi. Effectivement, pour moi, l'hôtellerie, c'est le secteur qui doit se mettre en priorité sur l'installation de bornes, parce que passer une nuit dans un hôtel et le lendemain matin devoir consacrer la première demi-heure à recharger sa voiture, c'est quelque chose d'horripilant. Donc c'est quelque chose, donc on va tout de suite désélectionner un hôtel s'il n'a pas de borne de recharge quand on a un utilisateur de VE. Et puis la dernière stat que je voulais souligner, aujourd'hui, en fait, il n'y a que 10%, pardon, de ces points de charge qui sont en DC, et donc en charge rapide. Donc l'essentiel de ces 100 000 points de charge sont donc en flux AC, 35% en moins de 7,4 kW et 53% entre 7,4 et 22 kW. Et puis après, en DC, on est sur des pourcentages forcément beaucoup plus faibles, 2% qui sont inférieurs à 50 kW, donc ça c'est le DC inférieur à 50 kW, c'est quand même assez rare, et 4% entre 50 et 150 kW. C'est la tranche la plus grande en DC, 4% entre 50 et 150, 3% entre 150 et 350 kW. Donc c'est là où les stations se installent aujourd'hui le plus. Alors, c'est aussi intéressant en termes de chiffres parce que on a constaté depuis quelque temps, et notamment depuis 2022-2023, une accélération très forte du développement de points de charge. Hein. C'était multiplié par une dynamique par 4 ou 5 en termes de nouveaux points de charge. Et puis ça continue, c'est vraiment exponentiel. Je crois que en fait, on prévoit quand même en fonction du parc potentiel de voitures électriques d'ici 2030, qu'il faudrait encore largement augmenter. Il faudrait atteindre au moins 400 000 points de charge d'ici 2030, et c'est un objectif à atteindre pour le gouvernement notamment. Je pense qu'on devrait les atteindre assez facilement maintenant. Jean-Christophe, tu avais un mot sur le sujet? Non, mais moi alors là, je vais juste parler de ma propre expérience. Je suis un petit peu les chiffres, surtout pour les stations d'essai, en fait. Et Ouais. moi, je trouve qu'en une année, simplement en une année, vraiment tout a changé. Avant, tu te baladais de Unity en Unity, en gros. Et aujourd'hui, je pense que c'est possible. Je pense qu'on va essayer de le faire d'ailleurs. Je pense que c'est possible de partir prendre n'importe quelle direction et ne pas comment dire? Planifier son trajet, voilà. C'est-à-dire, je pense que tu peux partir maintenant comme Donc avec une partir voiture comme si on thermique. roulait avec une voiture Tu thermique. roules et quand tu vois une D'accord. aire avec un panneau truc, tu rentres et il y aura une station dedans, et plus seulement une borne 50 kW comme avant. Je pense que maintenant c'est possible, il y a vraiment des stations partout et en plus,
Là, déjà, je trouve que c'est hyper bien et il y a encore beaucoup d'appels d'offres qui sont en cours ou qui ont été, votés et les stations sont pas encore installées. C'est vraiment, non, c'est excellent. Enfin, vraiment, je trouve que tout a changé. Après, moi, je charge à la maison, donc c'est simple. Je pense que la problématique des gens qui n'ont pas de point de charge chez eux reste toujours un petit peu compliquée. Surtout si tu veux pas charger en DC, c'est-à-dire si tu veux vraiment essayer de préserver ta batterie et toujours charger, lentement pendant la nuit donc, je pense que là, c'est quand même toujours un petit peu complexe. Alors ça reste, complexe. Il y a aussi, on le redit souvent, la question de la recharge en habitat collectif. Donc les choses, bougent, avec beaucoup de volonté de la part des acteurs, mais c'est encore un petit peu lent parce qu'il y a pas mal de résistance. J'ai eu l'occasion d'en parler avec des spécialistes récemment. Donc il y a un très gros marché, hein, puisqu'on parle de 7 millions de places de parking en habitat collectif à équiper de bornes de recharge. Donc autant dire que ça aiguise les appétits et que de nombreuses entreprises se sont mises sur le marché. Et je le vois là, à travers, le site, d'offres d'emploi, pour les métiers de l'électromobilité qu'on a lancé récemment. La le le nombre d'offres d'emploi, enfin je dirais c'est écrasant, c'est 95 d'entreprises qui recherchent des installateurs de bornes électriques chez les particuliers. Voilà. Donc ça c'est vraiment Ah ouais? le gras du marché pour le moment. Et ça va, alors c'est un marché qui est très, très morcelé, hein, très éclaté, et donc c'est difficile pour un grand groupe de s'y mettre. Cela dit, des entreprises comme The Plug l'ont fait par exemple, et commencent vraiment à être très, très bien implantés sur ce marché, avec en plus une levée de fonds de plus de je crois 250 ou 260 millions d'euros en septembre dernier, et on voit que ça continue. C'est Driveco là ou Driveco, je sais plus comment on dit, qui a levé 250 millions il y a 15 jours aussi. C'est incroyable. Donc Ça, c'est vraiment incroyable. vraiment, ouais, 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 un marché en pleine, explosion. Ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est la disponibilité des bornes, parce que ça sera à mon avis la prochaine grosse étape. Jusqu'à présent, l'objectif, c'était d'équiper au maximum et de massifier les réseaux de recharge, électriques. Aujourd'hui, on y est, on sait faire, on sait qu'on peut aller, vite. Aujourd'hui, on vient de faire franchir le cap des 100 000, points de recharge et non pas bornes, comme je l'ai mal dit tout à l'heure. C'est bien les points de recharge. On a dépassé le cap des 100 000, points de recharge. Alors j'ai pas fait de calcul de projection comme je l'avais fait il y a un an, où j'avais dit à peu près au printemps 2023, on devrait passer les 100 000. J'ai pas refait le calcul, mais ça m'étonnerait pas que l'an prochain, à cette époque, si on fait le même podcast, on soit passé à peut-être à 120, 130, 150 000. Ça va très vite. Maintenant, la prochaine grosse étape, c'est fiabiliser ces points de charge, parce que c'est bien beau de faire beaucoup de points de charge, mais aujourd'hui, je crois qu'on est à un taux de disponibilité d'environ 85. Ça veut dire que, bah, dans 15 des cas, quand vous vous arrêtez pour charger, vous risquez de tomber sur des bornes en panne, ou qui fonctionnent pas, ou qui sont pas disponibles, et cetera. Donc ça, c'est la prochaine grosse bataille, à mon avis, des prestataires. Mais ça s'améliore aussi, hein, on le voit bien, hein. Ouais et puis ce qui a beaucoup changé, c'est qu'avant, à l'époque, il y a 4 ans, quand on naviguait sur le réseau Corridor, il y avait une seule borne. Tu arrivais, elle était en panne, c'était foutu. Ton trajet Oui. et Mmh. c'était l'enfer. Mais maintenant, quand tu arrives sur une station où il y a 8 bornes, il y en a une en panne, bon, ça va, Mmh. ça se gère. Mais c'est vrai que nous, là, on fait beaucoup de road trip en ce moment et il y a pas une fois où il y a un trajet nickel où toutes les bornes, il y a toujours une petite borne en panne, ou Total C'est qui fou. installe un auvent et qui prévient pas donc toi tu crois que la station est ouverte et puis en fait, il y a qu'une borne en 50 et Mmh, mmh, c'est mmh. que des petits trucs comme ça et je pense que là, Mmh. effectivement tu es un usager, tu viens d'avoir une voiture électrique, tu fais un long trajet, tu tombes sur des trucs comme ça. Même si tu arrives au bout et tout va bien, pour l'instant, c'est vrai c'est quand même un petit peu pénible et c'est pas toujours parfait, quoi. Mmh. Bon, enfin, en tout cas, on est on va dire dans les réglages fins, mais la tendance est Oui, oui, clairement positive. Autre clairement, tu arrives à sujet, destination. ouais, ouais, c'est ça, il y a plus trop de questions sur ce point. Autre sujet qui parle des carburants de synthèse ou de l'e-fuel, comme on dit, c'est Ferrari, après Porsche d'ailleurs, donc comme quoi ça concerne beaucoup les marques haut de gamme, et les marques qui ont des clients qui aiment les voitures avec des gros moteurs thermiques. Ferrari veut profiter des carburants de synthèse après, 2035. Donc ça veut dire que Ferrari va, continuer à produire des voitures, thermiques après l'année couperet 2035, mais des voitures qui sont censées, ne pas polluer ou ne pas émettre plus, de CO2 à l'usage pratiquement qu'une voiture électrique. Johan, on fait un peu le point sur le sujet? Oui, alors effectivement, dans la réglementation telle qu'elle a été, votée, dernièrement, en début de cette année,
Il y a la possibilité qui avait été laissée pour les petits constructeurs de continuer à produire des véhicules thermiques après 2035. Alors il y a une règle, je l'ai pas en tête, hein, comme ça j'aurais dû la ressortir, mais il y a une règle de volume. Je crois que c'est inférieur à 10 000 véhicules par an. En tout cas, Ferrari peut y prétendre, Porsche ne pourra pas, parce qu'ils sont au-dessus de cette règle. Ce qu'il faut surtout bien comprendre, parce que c'est l'objet d'énormément de débats, notamment sur les réseaux sociaux, avec les gens qui croient, par exemple, en l'hydrogène très fort ou dans ces e-fuels en se disant ce sera la solution qui va me permettre de ne pas changer mes habitudes parce que je vais continuer à avoir un véhicule où je vais recharger en 5 minutes avec un tuyau souple où il y a un liquide qui va couler à l'intérieur. Plutôt que de recharger des électrons, par exemple chez moi quand je suis en train de dormir la nuit. Ces e-fuels sont aujourd'hui très chers et risquent de rester très chers. Il y a beaucoup d'annonces sur le fait que les e-fuels passeront à 2 euros le litre d'ici 2035, 2050, 2000, je sais pas combien. La réalité, c'est que ces e-fuels sont de manière énergétique pas efficaces. Il y a une très forte déperdition d'énergie. Pour donner un exemple, dans le PTEF, le plan de transformation de l'économie française, un livre qui a été écrit par Carbone 4, si je me trompe pas, l'exercice avait été fait de se dire si on passait toutes les voitures françaises aujourd'hui au e-fuel, qu'est-ce qu'il nous faudrait comme énergie? En fait, il nous faudrait multiplier par 6 notre production d'électricité. Alors, l'idée n'est pas du tout de passer toutes les voitures au e-fuel, mais c'est juste pour illustrer ce besoin d'énergie. Il faudrait multiplier par 6 notre production d'électricité. Donc, 6 fois plus de centrales nucléaires. On en a une soixantaine aujourd'hui, il faudra en construire 300. 6 fois plus d'éoliennes, 6 fois plus de photovoltaïque, 6 fois plus de barrages. Bon, bah là, il va falloir construire des fleuves, hein, clairement, pour construire des barrages. C'est tout simplement pas possible. Donc, oui, les e-fuels existeront, mais ils seront sans doute réservés à des marques comme Ferrari ou Porsche. Et donc, Ferrari a tout à fait raison d'y croire, parce que ce qu'ils vendent, eux, c'est ni du prix, ni du pratique. Mais par contre, moi, ça me paraît totalement sensé quand Ferrari dit on compte sur les e-fuels après 2035. Mmh. Alors ça, en fait, c'est très marginal. C'est vrai qu'on a tendance parfois à s'énerver un peu sur le sujet en disant: «Ouais, alors eux, c'est des constructeurs à l'ancienne, ils veulent rien changer». Ce qui est assez faux parce qu'ils travaillent tous sur la voiture électrique et Porsche l'a déjà prouvé largement. Et ils ont tous l'intention très, très, claire de passer au tout électrique, d'ici 2035. Mais ils ménagent une petite, encore une petite partie de leur gamme pour vraiment les irréductibles qui voudront pas passer l'électrique et donc mais c'est complètement marginal parce qu'effectivement Ferrari, c'est, je sais pas, ils vendent à peu près 10 à 12 000 voitures par an les meilleures années, qui font en moyenne 10 000 kilomètres par an. La part des voitures qui seront, encore thermiques à l'e-fuel après 2035, ça sera peanuts, ça sera peut-être 20 à 30. Donc ça veut dire que peut-être dans le monde, il y aura 3 000 Ferrari qui continueront à rouler, en thermique, en mode thermique avec des carburants de synthèse, et qui feront moins de 10 000 kilomètres par an. Donc c'est totalement insignifiant. Enfin, ça compte même pas, c'est même pas l'épaisseur du trait. Donc je pense que ça vaut vraiment pas le coup de s'énerver sur le sujet et laissons-les faire s'il y a encore quelques c'est un peu comme aujourd'hui les collectionneurs qui roulent avec des vieilles bagnoles des années 50 quoi. On les laisse faire, c'est pas les voitures les plus vertueuses mais voilà, ça fait un peu partie du folklore, mais ça c'est pas ça qui va changer l'avenir de la planète et qui va contribuer au réchauffement, climatique donc effectivement. Après, il y a aussi un autre message là-dedans un petit peu induit, c'est de dire que les autorités européennes ont, pris, comme cheval de bataille le fait de passer à la voiture électrique d'ici 2035 pour éliminer de façon radicale les émissions de CO2 à l'usage. Peut-être que c'est un autre débat, hein, c'est un débat politique, mais c'est peut-être pas le rôle du politique de dire, comment il faut faire. Le politique, enfin c'est mon avis, c'est plutôt de dire ce qu'il faut faire pour atteindre un objectif et après c'est, à l'économie de s'organiser pour atteindre cet objectif à sa façon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais par exemple, est-ce que c'était à l'Union européenne de dire: «Nous devons tous rouler en électrique»? Est-ce que la consigne politique, ça n'aurait pas été de dire: «Il faut qu'en 2035, les voitures qui roulent soient totalement neutres en émissions de carbone» et maintenant, bah, trouver les moyens d'arriver à cet objectif. Donc soit vous faites ce que vous voulez, vous faites des électriques, vous faites des hybrides, vous faites des voitures, au e-fuel, mais le résultat doit être, 0 émission de carbone en 2035. Je sais pas. Enfin moi, c'est un peu mon point de vue, mais
Alors, moi, je suis plutôt d'accord avec ça. À la petite nuance près que je ne crois pas que l'Union européenne ait dit qu'il fallait faire de l'électrique. Elle a juste dit qu'il fallait plus faire de thermique. Euh, c'est une nuance, mais en l'occurrence, il y a d'autres solutions aussi que l'électrique qui peuvent se dessiner. Mais effectivement, ce qui me semble intéressant, c'est plutôt de fixer le cas, enfin l'objectif. L'objectif, c'est Mmh. zéro émission à l'utilisation, parce qu'il y a toujours les émissions de production du véhicule et de production d'énergie, mais zéro émission à l'utilisation. Et puis après, que la meilleure technologie l'emporte. Carrément. Très bien. Ouais. JC, tu voulais rajouter quelque chose? Non, non, mais je suis complètement d'accord et je pense que si demain il y a une techno qui arrive et qui est, neutre carbone, elle s'imposera naturellement et même si, l'Union européenne, ne l'a pas voté, les choses bougeront, enfin à mon avis, il y a pas de problème là-dessus et je voulais juste rebondir sur Ferrari et moi je trouve que si toutes les marques électriques, si toutes les marques de voitures de sport luxueuses passent à l'électrique, je me demande quelle est leur plus-value. C'est-à-dire que jusqu'à présent, tu achètes une Ferrari parce que moteur Ferrari, parce que, bruit, parce que, voilà, une Lamborghini pareil, c'est vraiment quelque chose, à partir du moment où on passe tous à l'électrique, je pense que tous les moteurs électriques ont plus ou moins, les mêmes performances, les mêmes capacités, il y a les mêmes sonorités et cetera et il reste quoi? Il reste la carrosserie, l'intérieur, le châssis peut-être, mais, ouais, je pense que pour les marques comme ça, il y a quand même un intérêt de rester en thermique et de développer leur savoir-faire. C'est quand même, c'est presque de l'art, quoi. C'est pas le c'est voilà, je suis Alors moi, complètement pour. c'est un sujet sur lequel j'ai pas mal, réfléchi, écrit parce que c'est un sujet qui m'intéresse et dans le premier édito que j'avais fait pour Automobile Propre il y a, 2 ans et demi, je sais plus quand, le titre c'était, «Voiture électrique, la fin de la voiture de sport?» point d'interrogation et en fait, c'était exactement ce que tu disais. Je me demandais, quelle était la valeur ajoutée d'acheter une Porsche 911 à 150 000 € quand une Tesla Model 3 Performance à 60 000 € avait les mêmes performances. Et puis après j'ai étudié le marché, j'ai observé, j'ai regardé ce qui se passait et en fait, je suis revenu un petit peu sur mon opinion et je pense que la hiérarchie, en fait, va se maintenir, même dans l'électrique. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, n'importe quel constructeur, peut mettre un moteur surpuissant dans une voiture sans avoir beaucoup de savoir-faire et faire une bagnole qui fait de 0 à 100 en 3 secondes. Mais en fait, dans les faits, c'est pas ce qui va se passer. Et aujourd'hui, on le constate, c'est qu'en fait, il y a une hiérarchie qui est en train de s'établir et qui reproduit la hiérarchie du thermique. C'est-à-dire qu'en gros, on va avoir des voitures familiales, qui vont faire entre 135 et 200 chevaux, et qui auront 400 kilomètres d'autonomie. Et puis on va continuer à avoir des bagnoles de sport qui vont faire 700 chevaux, qui vont coûter, 3 fois plus cher. Et je pense que tout est en train de se mettre en place pour conserver cette espèce de hiérarchie. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de voitures familiales électriques, on vise aussi l'autonomie et puis aussi une certaine sobriété, qu'elle soit, factuelle ou affichée. Et puis, quand on veut se distinguer, on achètera une Ferrari électrique, je pense, comme on achète aujourd'hui une Ferrari thermique. Alors effectivement, il y aura toujours des petites voitures à 50 000 € qui auront les mêmes performances, mais ça sera pas des Ferrari. Le châssis sera pas le même, Non, non, mais oui. l'expérience de conduite sera pas la même, la ligne sera pas la même. Et puis ils travaillent, hein, sur des subterfuges, sur la sonorité des moteurs électriques, et cetera, et cetera. Et je pense que d'ici 5, 10 ans, 15 ans, on aura à nouveau cette hiérarchie. On aura des Ferrari à 800 chevaux qui coûteront 200 000 € et des familiales à 150 chevaux qui coûteront 20-25 000 €. Le tout en électrique. Enfin, ça, c'est mon avis et j'ai vraiment l'impression, avec un peu de recul maintenant, que c'est ce qui est en train de se dessiner. Non, non, mais c'est clair. En ce moment, j'essaie pas mal de voitures qui font plus ou moins 300 chevaux, comme une Tesla Model 3 propulsion. Et Ouais. j'ai essayé une Mustang Mach-E, par exemple, 300 chevaux, une BMW Mmh. i4, iDrive 35, elle fait 285 et rien qu'entre ces Mmh. 3-là, c'est vrai que le toucher de route, c'est pas du tout le même Mmh. et BMW qu'on connaît, sur ce terrain et qu'on sait, capable de faire des voitures incroyables et effectivement, même en électrique, c'est incroyable. C'est pas du tout les mêmes voitures et pourtant c'est les Ouais, mêmes c'est ça. performances. Ouais, Mmh. Ouais, complètement. C'est aussi moi ce que j'ai constaté en essayant, une Model S, une Tesla Model S, même la Plaid et un Taycan Turbo S, l'expérience est pas du tout la même. ouais. Heu, Même si les performances sont à peu près équivalentes, mais tout est différent et je peux dire que le Taycan est beaucoup plus envoûtant à conduire que la Tesla.
Très bien. Justement, on va rester un peu sur les marques automobiles, mais là, c'est plutôt des marques moins connues qui sont un peu dans la sauce aujourd'hui. Euh, Alors, on va parler de Lightyear qui lutte toujours pour sa survie. Donc, cette marque de voiture qui promet une voiture avec une propulsion électrique et solaire. Et puis, on parlera aussi de Faraday Future qui vient d'obtenir 100 millions de dollars supplémentaires pour financer le lancement de sa première voiture. Alors Jean-Christophe, je crois que tu as un petit coup de cœur pour Lightyear et puis Johan nous en parlera aussi. Et moi, je vous dis tout de suite que je ne crois pas du tout à ces bagnoles. Donc voilà, comme ça Oh c'est là clair. là. Et je me dis qu'il faut c'est de la folie aujourd'hui d'investir ou de verser un acompte pour toucher une voiture comme ça. Mais je crois que tu es très concerné, Jean-Christophe. Non, mais moi, j'avais mis 500 euros dans une Sonotion qui a coulé et Ouais. dont on vient d'apprendre que tout ce qui avait été versé ne sera pas remboursé. Donc, à la fin, pour sauver le programme, Y compris des gens qui ont ont versé la versé des totalité, ouais. acomptes une totalité, c'est-à-dire 30 000 euros. C'est ça. Pour sauver le programme, ils demandaient aux gens d'acheter une voiture en entier et qu'il fallait en Ouais. vendre genre 500 pour sauver le programme. Il y a des gens qui l'ont fait. Et là, on vient d'apprendre que personne ne sera remboursé a priori. Donc là, gros malaise, je pense. Bon, moi, j'ai perdu 500 euros, ça va encore. Par contre, Lightyear, mais moi, je suis un optimiste sur ce genre de truc. Alors bon, j'y crois à fond. Mais c'est vraiment la voiture que moi j'attends, c'est-à-dire une voiture vraiment ultra efficiente. D'abord designée dans l'efficience, avec du solaire en plus pour espacer les recharges. Et puis en plus, elle est jolie, elle est sexy, donc je pense que tout va dans le bon sens. Et en plus, ils ont été jusqu'à la production avec la Lightyear Zero, même si ça s'est arrêté rapidement. Ils y sont allés, donc voilà. Je pense que ça peut fonctionner. Et après, et j'y crois beaucoup. Et après Faraday, pour le coup, alors là, par contre, j'y crois pas du tout. Depuis le début, ça sent vraiment pas très bon. Et puis 100 millions d'euros, c'est vraiment pas beaucoup, je pense. C'est que Enfin, dalle, je l'ai quoi, c'est vu, rien. ouais. C'est C'est des vraiment rien du milliards tout. qu'il faut. Ouais. Et puis, en plus, les 100 millions, si j'ai bien lu, ce sont des prêts qu'ils ont réussi à contracter. C'est-à-dire que c'est même pas des investisseurs qui ont cru au projet, c'est eux qui ont trouvé de l'argent à droite à gauche. Non. Enfin, ça sent je vraiment crois que ça sent vraiment le bricolage. Ouais, ça sent vraiment la ouais. Je pense qu'il y a très très peu de gens qui arrivent au bout. Et je croise les doigts pour Lightyear parce que c'est vraiment un beau projet, mais Faraday, j'y crois pas du tout. Alors Lightyear, moi, à mon avis, très très clairement, je trouve le projet super intéressant. Je trouve la voiture hyper attirante. Donc tout ça, effectivement, au départ était bien emballé pour nous faire saliver un petit peu, parce qu'il y avait tout dans cette voiture. C'est une voiture qui a une jolie ligne, il y a de l'innovation, ça plaît aux geeks, ça plaît aux gens qui sont en recherche de sobriété, parce que c'est une voiture qui promet une très belle efficience, notamment avec sa recharge solaire. Tout ça, c'est bien beau, c'est bien emballé. Et puis, la première exemplaire, c'est quand même une voiture qui coûtait combien? 250 000 $. Voilà, un petit peu cher. 250 000 $. Et puis là, comme par hasard, ça n'a pas marché, même si, comme tu le dis, ils sont allés jusqu'à la production de quelques modèles. Ça n'a pas marché. Et là, ils nous sortent de leur chapeau une voiture qui coûte 40 000 $. Mais pour moi, c'est exactement la même bagnole. C'est que ça sent vraiment l'arnaque, quoi. Mais la 2, ils en parlent depuis le départ. Hein. Depuis le départ, le projet, c'est vraiment d'arriver à faire. En fait, la première, c'était vraiment un laboratoire roulant, on va dire. Ils ont espéré en vendre, je sais plus, c'était une petite série, c'était 1000 ou quelque chose comme ça. Ouais. Et le but du jeu, c'était tout de suite de faire la 2, de faire une version abordable, etc. Ils ont très vite abandonné la première. Donc, effectivement, qui était très cher. Ils ont construit 4 ou 5 voitures, je crois. Enfin, je sais qu'il y a une vente aux enchères des Qui prototypes. vendent aux là. enchères maintenant, ouais. Ouais. Mais le but, c'était vraiment depuis le départ, c'était de faire cette voiture abordable. Donc, croisons les doigts. J'ai envie d'y croire, mais à chaque fois, j'essaie de convaincre tout le monde, et puis c'est les autres qui avaient raison, mais j'y crois. Et Johan, En tout cas, je ferai partie. Je suis abonné, je fais partie de la waiting list, et je mettrai un petit billet de 500 pour réserver la mienne, et puis on verra si ça va au bout, quoi. Ok. Johan, tu y crois? Tu croises les doigts ou pour toi c'est du bullshit? Alors Lightyear, moi j'étais comme toi, Eric, j'y croyais pas du tout, et Jean-Christophe m'a convaincu lors d'un précédent podcast. C'est vrai que la recherche d'efficience, moi c'est quelque chose qui est pour moi très important, la consommation énergétique. Et donc la recherche d'efficience sur laquelle il travaille est une bonne piste.
Et le deuxième point auquel je ne croyais pas, c'était les panneaux solaires. Et en fait, les panneaux solaires sont prévus pour 35 km par jour à peu près d'autonomie. Ça peut paraître rien, mais en fait, c'est l'utilisation moyenne d'un Européen. Donc effectivement, c'est rien, 35 km, ça ne sert à rien, sauf que ça sert en fait aux besoins quotidiens des Européens dans leur mobilité individuelle. Donc finalement, en fait, cette voiture, elle est bien pensée. Elle est pensée pour peu consommer et pour ne pas être chargée au quotidien. Et puis après, quand on a besoin de faire un trajet exceptionnel, quand on a besoin de se déplacer plus loin, elle est rechargée comme une autre. Donc finalement, le concept est plutôt bien. Donc je leur souhaite que du bien. Faraday, j'ai pas trouvé la plus-value du concept. Donc là, pour le coup, j'y crois pas. Mais parce que j'ai pas compris. Alors j'ai peut-être pas été suffisamment attentif ou suffisamment touché, mais j'ai pas compris en quoi ils avaient une plus-value par rapport à ce qui existait déjà. Et puis juste pour rebondir sur le coût de la première Lightyear à $250 000. Je rappelle quand même que les premières Tesla n'étaient pas données et qu'il a fallu vendre quelques modèles S un peu chers pour réussir à sortir la modèle 3. Donc on peut quand même leur accorder le bénéfice du doute et de savoir qu'il faut vendre quand même quelques voitures chères pour se faire un peu de trésor pour pouvoir vendre des voitures un peu moins chères après. Ok. Ouais, mais la première Lightyear, elle avait pas les performances des premières Tesla déjà, tu vois. C'était quand même pas une super, enfin, elle valait pas du tout le prix auquel elle était proposée. Et sinon, je voulais juste dire un truc à propos de la Lightyear 2. Dans pas mal de médias consacrés à la voiture électrique, on parle de 800 km d'autonomie. En fait, elle a pas 800 km d'autonomie du tout. Je pense que ce sera plutôt un 400-450, un truc un peu normal, quoi. Mais c'est les panneaux, c'est une utilisation, disons, de 50 km par jour, recharger 30 km par les panneaux, etc., qui fait qu'au final, elle a une autonomie doublée, entre guillemets. Mais tu feras pas 800 km d'un coup avec cette voiture, c'est impossible. C'est vraiment, en gros, 800 km entre deux charges. C'est ça le concept. D'accord. Très bien. Merci pour la précision, c'est important. Nous, autre sujet, on va parler des zones à faible émission. Alors ça, c'est aussi une espèce de sujet là qui revient régulièrement dans le podcast et puis aussi dans les médias. Hein. Donc les ZFE, les aides à zones à faible émission, qui vont peu à peu exclure certaines catégories de voitures en fonction de leur vignette critère de la circulation dans les centres-villes. Alors là, on parle de Bordeaux, mais je pense qu'on peut étendre le sujet. Et il semblerait qu'à Bordeaux, qui est pourtant une mairie plutôt, enfin une municipalité d'une couleur politique plutôt favorable aux ZFE, repousse au maximum possible l'adoption de cette ZFE à l'intérieur de la ville. Johan, c'est pour quand alors ces ZFE-là? On n'y comprend plus rien. Alors, repousser, pourquoi pas, mais repousser surtout pour quoi faire. En fait, moi, les ZFE, c'est quelque chose qui me paraît faire complètement sens. Juste un tout petit rappel, les ZFE n'ont pas été prévus pour réduire les émissions de CO2 et donc pour lutter contre le dérèglement climatique, donc c'est-à-dire pour favoriser l'avenir de nos enfants et de nos arrière-petits-enfants. Elles ont été prévues pour réduire la pollution atmosphérique et donc diminuer le nombre de cancers, notamment pour nous, tout de suite. Donc c'est une volonté louable et c'est quand même assez difficile de se dire non, on veut continuer à polluer. Par contre, pour que ces ZFE puissent se mettre en place, il faut prévoir tout un tas de choses. Il faut prévoir des transports en commun pour remplacer, parce que l'idée n'est pas non plus de remplacer toutes les voitures thermiques par des voitures électriques. Ça n'a pas complètement de sens et c'est pas la bonne solution. Il faut remplacer aussi par du transport en commun, par de la mobilité active, du vélo à assistance électrique et trottinette électrique et ainsi de suite. Et pour faire ça, il faut mettre en place des infrastructures, des parkings par exemple en périphérie des ZFE pour pouvoir se garer et monter dans un tramway, dans un bus, dans un métro. Et ça, pour l'instant, c'est ce qui a été plutôt oublié. La contrainte a été bien pensée avec des échéanciers. Alors bien pensé parfois, par exemple à Paris, on est prévenu. À Bordeaux, on n'est pas prévenu encore des contraintes, tout comme à Lille, tout comme dans de nombreuses grandes villes. Il y a 43 agglomérations qui sont concernés en France. Et quand on est un professionnel et qu'on a besoin de rentrer dans ces ZFE, on aimerait bien savoir si on aura le droit de rentrer l'année prochaine, dans 2 ans, parce que il faut commander un véhicule et qu'il n'est pas livré le lendemain. Je pense à tous les artisans et puis à tous les transporteurs qui doivent rentrer dans les centres-villes, tout simplement pour qu'on mange et puis qu'on puisse y vivre.
donc cette partie, d'infrastructure et de comment est-ce qu'on va faire après la contrainte, a pas été bien pensée. Donc repousser pour mieux penser, pour se laisser 1 an, 2 ans, 3 ans pour, bien penser, réaliser des parkings, réaliser des infrastructures de transport en commun, d'accord. Repousser juste pour repousser et puis se revoir dans 3 ans sans avoir rien bougé, bah, autant le faire tout de suite et puis se mettre, au pied du mur tout de suite, hein. Mmh. Donc est-ce que en creux, on peut pas se dire qu'il y a un petit peu de bureaucratie ou d'idéologie dans dans ces mesures ou qu'en tout cas, elles n'ont pas été préparées comme elles auraient dû l'être? Ben, de mon point de vue, d'utilisateur de véhicules, effectivement, alors il y a une certaine complexité parce que les 43 agglomérations peuvent avoir des des réglementations différentes et donc des interdictions différentes. Mais ça, Mmh, je suis tout à d'accord. fait d'accord avec et je le comprends parfaitement parce qu'en fait, Ouais. chaque ville a une situation différente et c'est pas la même chose si on est à Grenoble dans une cuvette et si on est à Mmh. Bordeaux, pas très loin de la mer. Mmh. Donc je peux comprendre que les situations sanitaires soient différentes et donc les réglementations aussi. Par contre, ben, on a besoin de s'organiser, hein, que ce soit à titre professionnel ou à titre privé, on a besoin de s'organiser. Et si je prends le cas de la région parisienne, encore aujourd'hui, il est inscrit qu'au 1er janvier de l'année prochaine, les diesels seront interdits dans Paris. Il y a quand même quelques camionnettes diesel qui rentrent tous les jours. Alors dans Paris et à l'intérieur de la 86, il y a quand même quelques camionnettes diesel qui franchissent l'intérieur de la 86 tous les jours, quelques salariés aussi qui se rendent au travail tous les jours avec une voiture diesel. Et aujourd'hui, on n'a pas prévu grand-chose, pour tous ces usages-là. C'est quand même plutôt dommage, sachant qu'encore une fois, on parle d'une intention louable, c'est-à-dire, améliorer la santé publique et réduire le nombre de cancers. Mmh. Très bien. Mais ce qui nous amène justement directement au sujet suivant, qui est un petit peu un sujet similaire, en tout cas en termes de réglementation. On connaît tous le bonus écologique qui permet d'alléger un petit peu la facture lorsqu'on achète une voiture électrique, qui est éligible pour les voitures, je crois jusqu'à 47 000 € et qui peut monter jusqu'à 5 000 € selon le contexte. Et puis là, on apprend que le gouvernement voudrait peut-être, revoir un petit peu sa copie sur ce bonus écologique, de façon à en faire profiter les constructeurs, européens, au détriment des voitures qui seraient construites en dehors de l'Union européenne et notamment on pense à la Chine et aux USA. Donc quels sont les modèles qui pourraient bientôt, perdre, perdre ce bonus écologique? Alors c'est paradoxal parce qu'on parle des voitures, qui sont fabriquées en Chine, par exemple, mais on a des voitures de marque française qui sont fabriquées en Chine. Heu, qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Christophe, par exemple? Mais, alors, déjà, de ce qu'on a lu récemment, c'est peut-être en train de changer. Enfin, le gouvernement semble avoir annoncé que le bonus, serait calculé en fonction de l'empreinte carbone de la voiture plus ou moins et plus forcément de son origine, de construction. Donc là, j'ai un peu du mal à suivre. Mais si on part sur, Mmh. l'Europe, ouais, c'est sûr que là, c'est un petit peu dur parce que, la Dacia Spring, par exemple, qui était la voiture d'entrée de gamme pas chère qui permettait, une entrée dans la voiture électrique, sans trop dépenser. Et la plus Bah, vendue en France. la plus vendue en France, bah, ouais, voilà, elle prendrait une grosse augmentation, ce qui la rendrait quand même vachement moins intéressante parce que pour le coup, par rapport à une thermique, si elle coûte, alors je sais plus à combien elle est, mais, au même prix, une thermique sera beaucoup, beaucoup mieux qu'une Spring qui est quand même une voiture assez limitée. Mmh. Heu, voilà, moi je suis hyper partagé sur ce projet. Je sais pas vraiment quoi penser. Je pense qu'il y a du bon, je pense qu'il y a du moins bon et j'ai vraiment du mal à me faire un avis, je pense que ça va pousser tous les constructeurs étrangers à construire en Europe et ça c'est, je trouve plutôt positif. Néanmoins, ça va clairement ralentir dans les premières années, le passage à l'électrique. Ça va exclure, les Coréens, ça va exclure, les Chinois, les Américains, qui représentent quand même pas mal de ventes et surtout des modèles sympathiques. Donc Mmh. je sais pas quoi penser. Ce qui est, oui, puis c'est complexe en fait parce que c'est difficile aujourd'hui, c'est pas encore défini. Comme tu le disais, c'est flou parce qu'on ne sait pas comment on définit une voiture qui est fabriquée dans tel pays, en fonction de quoi, quels matériaux, est-ce que par exemple une voiture qui est fabriquée en Europe, assemblée en Europe, mais dont les cellules de batterie, sont fabriquées en Chine, bon, elle est considérée comme
européenne ou chinoise? Est-ce qu'une Tesla qui est fabriquée à Berlin est une voiture fabriquée en Europe, mais avec des cellules qui viennent de Chine, je crois? Est-ce que c'est une voiture américaine, européenne, chinoise? Donc je pense que le législateur doit se pencher sur la question en ce moment, de façon à déterminer un petit peu les critères. Et, heu, et puis sortir ou adapter ou faire évoluer la réglementation et notamment le bonus écologique. Johan, tu as des éléments là-dessus, toi? Moi, mon avis, c'est que une réglementation doit avoir un but, sinon ça devient très compliqué. Est-ce que le but, c'est de faire du protectionnisme et donc de rapatrier la production en Europe? Alors, je vais pas parler de protectionnisme parce que moi, je suis pas économiste et c'est des sujets beaucoup trop compliqués et beaucoup trop vastes pour avoir un avis là-dessus. Mais si le but, c'est de faire du protectionnisme, et ben ça s'appelle pas un bonus écologique, ça s'appelle des droits de douane ou des choses comme ça. Ça peut exister. Moi, encore une fois, j'ai pas d'avis là-dessus, mais c'est des process qui existent, notamment en Chine, notamment aux États-Unis. Si le but, par contre, c'est d'émettre moins de CO2 à l'utilisation de la voiture en utilisant une voiture électrique, mais aussi à la production de la voiture en faisant produire la voiture dans des pays où l'énergie est bas carbone, ça peut s'appeler un bonus écologique à ce moment-là. C'est un but très louable. Mais l'Europe n'est pas forcément Bah, un c'est ça. bon découpage périmétrique parce que produire la voiture en Suède qui a l'énergie ou l'électricité en tout cas la plus décarbonée d'Europe et produire la voiture en Pologne qui a l'électricité la plus carbonée d'Europe, c'est tous les deux en Europe, mais c'est pas du tout le même bilan carbone en tout cas pour la production. Mmh. Donc pour moi, il faudrait bien d'abord définir le but. Est-ce que c'est un but industriel et protectionniste ou est-ce que c'est un but de préservation de l'environnement? Et puis, en ayant le but, on a la réponse. Moi, je Mais faire les crois, deux en même temps, c'est compliqué. ouais, j'ai peut-être un début de réponse, mais c'est un avis qui n'engage que moi, c'est que en fait, c'est du protectionnisme déguisé en écologisme. Et c'est aussi, peut-être, une intention louable, on parlait d'intention louable tout à l'heure pour les ZFE, l'intention louable de la part des politiciens européens de protéger l'industrie européenne. Mais ça peut se faire au détriment d'effets de bord qui sont pas forcément aujourd'hui, calculés. Ce que je Il voulais faut, Pardon, excuse-moi. ouais, Ce je que vais ce que juste je dire, voulais ouais, partager ah, ah, vas-y, vas-y. vas-y, Jean-Christophe. Vas-y. Vas-y. Non, non, mais t'as dit que la Suède était le pays le plus décarboné d'Europe. Je vais juste donner des chiffres. Actuellement, en Suède, c'est environ 20 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Et en Pologne, là, actuellement, c'est 745 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Et C'est monstrueux la effectivement, différence, ouais. par exemple, une Renault Mégane, sa batterie est produite en Pologne. Enfin, et du coup, ok, c'est européen, mais je pense pas que ce soit beaucoup, beaucoup plus propre qu'une batterie chinoise finalement. Même Mmh si je mh. sais que tout va être relocalisé rapidement en France. Mais voilà, ça répond aussi à consommer local, à produire local, à réduire le transport. D'ailleurs, Johan, tu as publié un article sur LinkedIn sur le transport en bateau. Et je voulais savoir, est-ce que c'était si polluant que ça de faire venir quelque chose de loin? Ah non, beaucoup moins que de le transporter par camion diesel. Alors j'ai plus les chiffres en tête parce que c'est une publication que j'ai fait il y a quelques jours, mais la partie transport du véhicule, donc quand on va faire l'analyse en cycle de vie d'un véhicule, il y a la production du véhicule, son transport, l'utilisation du véhicule, sa fin de vie, et puis la production d'énergie qui est nécessaire pour l'utiliser. La partie transport va être epsilonesque par rapport au reste. Donc, faire venir une voiture de Chine dans un bateau, petit 1, comme il y a beaucoup de voitures dans le bateau, enfin plus le bateau va être gros, et c'est le cas pour ce type de transport, moins ça va émettre par véhicule. Alors, je vais le faire de tête, mais on est de l'ordre de 5 à 20 kilos de CO2 par tonne kilomètre de mémoire sur le maritime. Alors 5 à 20 kilos, c'est une échelle très très large, mais ça dépend vraiment de si on est sur un petit bateau, un gros bateau, un vraquier, un porte-conteneur, ainsi de suite. Euh,
de si je veux comparer un camion diesel, on est plutôt de l'ordre de 80 kilos de tonnes kilomètres, de CO2 par tonne kilomètre transporté. Donc l'ordre de grandeur est pas du tout le même. On multiplie au minimum par 4 pour un transport routier. Par contre, quand on fait Chine-France, par exemple, forcément il y a plus de kilomètres que quand on fait Sochaux-Paris, pour prendre un autre exemple. Donc l'argument qui consiste souvent à dire, et on le pense, et je suis le premier à le penser, que faire venir des produits de très loin en bateau n'est pas forcément fondé au regard de finalement de faire venir des produits de moins loin, mais en camion. Ça dépend de quel produit. Si on parle de Mmh. voiture, une voiture, on va l'utiliser longtemps. Donc en fait, le coût environnemental de son transport, il va être amorti sur une durée qui est très longue. Si on parle de quelque chose qui est utilisé instantanément, là effectivement, le coût environnemental du transport, il va être très fort sur un produit alimentaire, par exemple, qui sera consommé 5 minutes après son achat. Mmh. Et un petit point que je voulais rajouter sur ce qu'a dit Jean-Christophe, plusieurs comparatifs, plusieurs études ont été faites sur l'efficacité environnementale du véhicule électrique par rapport au véhicule thermique, même dans le pire des cas, c'est-à-dire, si je me souviens de l'étude de Carbone 4 qui avait été faite là-dessus, une voiture produite en Chine et utilisée en Inde, donc avec 2 pays qui ont des productions d'électricité et d'énergie qui sont plutôt émettrices de CO2, même dans ce pire des cas, le bilan carbone complet sur une vie de 200 000 km était meilleur pour un véhicule électrique que pour un véhicule thermique. Bien entendu, il était meilleur, mais pas de beaucoup, que si la voiture, par exemple, avait été produite en Suède et puis exploitée en Suède. Là, l'écart était énorme. Mais il vaut mieux quand même un véhicule électrique en termes de bilan carbone, même s'il est mal produit et mal exploité, entre guillemets, plutôt qu'un véhicule thermique. Très bien, ça nous amène au... Oui, Jean-Christophe? Ouais, du coup, moi, je voulais juste dire que moi, j'attends vraiment de voir ce qui va sortir de ce truc et si vraiment c'est pertinent ou pas. Parce que encore une fois, on peut aussi parler de techno de batterie. Il y a des technos de batterie qui font que les batteries durent 3 fois plus longtemps que les autres. Donc, est-ce qu'il faut pas mieux faire venir une batterie LFP de Chine qu'une batterie NMC de France? Au final, au niveau du bilan carbone, qu'est-ce que ça vaut? Enfin, j'ai peur que ce soit un petit peu n'importe quoi, effectivement. Attendons. Mais c'est vrai qu'il y a une notion, dont on semble pas tenir beaucoup compte, mais finalement dont les spécialistes, parlent de plus en plus, c'est cette notion de durée, de longévité, ou on peut dire aussi de durabilité. Mais la durabilité induit, une autre notion, mais vraiment la durée, la longévité, c'est-à-dire, effectivement, ça doit rentrer aujourd'hui dans l'équation. Comme tu le dis, Jean-Christophe, une batterie qui dure beaucoup plus longtemps, même si, elle, utilise la même énergie à produire, est forcément beaucoup plus, écologique qu'une batterie qui va durer 2 fois moins. Ça nous amène Exactement. au dernier sujet, qui est aussi un sujet d'efficience. C'est la consommation d'une voiture électrique à l'arrêt. Donc, voilà, je ne sais pas si tout le monde est au courant, et notamment les personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément encore de voiture électrique. Ça peut faire partie des questionnements ou même des surprises. Bah, sachez qu'une voiture électrique, même quand elle est arrêtée, contrairement à une voiture thermique, continue à consommer. Alors que comme elle fonctionne sur batterie, elle consomme de la batterie, et pour différentes raisons. Alors c'est une start-up belge spécialisée dans l'échange de données énergétiques, start-up qui s'appelle Rialto, RE.Alto, qui a déniché cette donnée en fait, en étudiant la masse de data qu'elle brasse, quotidiennement, et qui fait remonter ce fait. Alors c'est pas vraiment une nouveauté, c'est pas vraiment une surprise, parce que quand on possède une voiture électrique, on le sait en fonction de ce qu'on laisse activer dans sa voiture. Effectivement, la voiture, consomme un petit peu d'électricité, même quand elle est sagement, garée sur un parking. Toi, par exemple, Jean-Christophe, en tant que possesseur d'une Tesla Model 3, c'est quelque chose que tu as remarqué? Et puis en tant qu'essayeur aussi de nombreuses voitures électriques? Ouais. Alors, la première chose, c'est que l'article, parle de, alors j'ai plus le chiffre, mais en gros 200 € par an d'électricité qui partirait, dans les voitures à l'arrêt au pire. Et ça, le pire, c'est clair, on sait ce que c'est. C'est une Tesla avec, le Sentry Mode, c'est-à-dire le mode sentinelle activé.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est un mode alarme qui active toutes les caméras et qui fait que dès que quelqu'un passe à côté de la voiture, la voiture le filme, l'enregistre, etc. Ça, c'est vraiment ce qui fait consommer une voiture. Parce que sinon, dès que tu désactives ça sur ta Tesla, ça consomme à l'arrêt, tu consommes quasiment plus rien, quoi. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai fait un petit sondage sur Insta, auprès de nos abonnés. Je leur ai demandé si eux, ils avaient constaté ça. Et en fait, c'est drôle parce que il y a 60% en gros des gens qui ont une Tesla qui ont remarqué que leur voiture perdait de la batterie à l'arrêt, et contre seulement 30% des gens en non Tesla. C'est-à-dire que les gens en non Tesla on voit beaucoup moins ce problème. On m'a beaucoup parlé de consommation l'hiver. Alors je me demande, Johan, est-ce que tu sais, est-ce que la voiture l'hiver maintient un petit peu sa batterie au chaud pour la protéger, ou mais voilà, mais sinon en fait, à partir du moment où tu désactives ce mode sentinelle, et tu désactives plus ou moins aussi les applications qui peuvent communiquer avec la voiture, comme moi par exemple j'avais ABRP qui était connecté en permanence à la voiture, et ça faisait des consommations à l'arrêt. Et d'ailleurs, ce qui est bien chez Tesla, je crois que c'est le seul constructeur qui fait ça, c'est que tu as une page consommation à l'arrêt qui t'explique exactement tout ce que ta voiture consomme quand elle est arrêtée, le pourcentage qu'elle a perdu, etc. Et ce qui permet de déconnecter. Moi, je sais que j'ai tout déconnecté, c'est vraiment, vraiment minime. La perte à l'arrêt est quasiment indécelable. Alors moi, j'ai une petite anecdote au sujet parce que j'ai aussi une Tesla Model 3 et au sujet du mode sentinelle. Moi, je le laisse toujours activé, et a fortiori quand la voiture est branchée en charge dans le parking où je réside. Et effectivement, alors première chose que je constate, c'est que le mode sentinelle activé me pompe facilement entre 15 et 20 kilomètres d'autonomie par 24 heures. C'est ce qui est énorme. Donc je sais par exemple que si je laisse la voiture sur un parking d'aéroport, si je pars en déplacement, ou sur un parking de gare et que je peux pas la brancher, j'ai intérêt à la laisser quand même assez bien chargée, parce que si je pars 10 jours ou 7 jours, la voiture va perdre pratiquement 200 kilomètres d'autonomie. Donc il faut quand même prévoir le coup pour si on veut rentrer chez soi. Et l'autre anecdote qui est totalement, effectivement, comme son nom l'indique, anecdotique, mais qui est assez drôle et en même temps un petit peu énervant, c'est que je laisse donc toujours le mode sentinelle activé. Je regarde de temps en temps ce qui se passe autour de la voiture. C'est rigolo, et puis ça permet de voir un petit peu ce qui s'est passé autour. Et la seule fois où j'ai pas laissé le mode sentinelle activé, c'est justement une fois où je suis rentré chez moi avec pas assez de batterie, parce que le mode sentinelle se désactive automatiquement sur la Tesla quand elle a moins de, je crois, quand il reste moins de 20% ou 10% de batterie. 20, ouais, 20. Ouais, 20. Le mode sentinelle se désactive automatiquement, et c'est la seule fois en 4 ans où j'ai pris un énorme coup de clé qui fait toute la longueur de la voiture, de l'aile arrière à la pointe avant, puis bien gravé, bien profond. Et alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a repéré que le mode sentinelle n'était pas activé exceptionnellement sur ma voiture et qui voulait le faire depuis longtemps. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je dois avoir un ennemi dans le parking. Ou si c'est vraiment un hasard, mais c'est vraiment pas de bol, parce que je me suis dit: «Tiens, je vais regarder ce qui s'est passé, je vais trouver le coupable en regardant la vidéo», et puis j'ai vu que mon mode sentinelle était désactivé. Donc voilà. Voilà pour l'anecdote, mais effectivement, ça consomme. Ce qui consomme aussi, effectivement, c'est que quand on fait des appels à la voiture via l'application, et là je parle de toutes les voitures, hein, toutes les voitures Ouais. électriques, même toutes les voitures connectées, ça consomme de la batterie. C'est pour ça qu'on conseille aussi, quand on part longtemps et qu'on laisse sa voiture parquée, de pas trop l'interroger avec l'application, même si on est tenté de le faire, parce que ça prend, c'est un gros pic de consommation d'un coup. Johan? Effectivement, moi, ce que je voulais souligner dans l'étude, c'est que la raison numéro 1 de la consommation, c'est la transmission de données. Donc il y a sans doute le cas du mode sentinelle des Tesla qui est un cas anecdotique, mais dans l'ensemble, ce qui a été relevé par l'étude, c'est que c'est la consommation de données qui est la raison numéro 1 de consommation d'électricité. Et pour réduire cette consommation de données, il y a plusieurs solutions qui existent. Aujourd'hui, la consommation de données, elle va se faire surtout via des cartes SIM, via des systèmes qui sont assez consommateurs d'électricité. Mais il y a d'autres solutions comme les réseaux Sigfox, LoRa, où on consomme beaucoup moins d'énergie pour transmettre de la donnée. Mmh. Et puis, il y a des solutions qui sont ce qu'on appelle on-edge ou edge capabilities, où on va transmettre moins de données parce qu'en fait, on va donc on va analyser la donnée avant de la transmettre pour transmettre que de la donnée de bonne qualité. Quand on travaille dans le domaine de la data, on
on sait que de toute façon, dans les données qu'on va recevoir, il va falloir faire beaucoup de nettoyage. Et donc, il y a cette capacité que n'ont pas forcément encore les véhicules de nettoyer la donnée avant de la transmettre. Et là, effectivement, si la transmission de données consomme de l'énergie, si vous transmettez moins de données, vous allez consommer moins d'énergie. Donc, je pense que c'est des choses sur lesquelles les constructeurs vont travailler pour réduire ces consommations, parce qu'effectivement, ils vont tous être dans une recherche d'efficience. Et puis une dernière petite chose, mais alors là, moi, mes compétences techniques sont limitées là-dessus, mais peut-être que Jean-Christophe s'y connaît mieux. Il y a des technologies de batterie qui vont consommer plus ou moins à l'arrêt. Je pense notamment à la Blue Car de Bolloré, celle qui avait été la première Autolib. À ma connaissance, cette technologie de batterie-là consommait même à l'arrêt. C'était des batteries solides, non? C'était un type de batterie qui en fait devait rester, si je dis pas de bêtises, à 60 degrés en fait tout le temps. Et donc quand elle n'était pas branchée, elle s'auto-alimentait pour se garder à température, qui est un truc incroyable. Enfin moi je trouve ça incroyable. Et pourtant il y en a eu partout. Et c'est pour ça qu'il y a un mec, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait des reportages sur lui. Il y a un mec qui se baladait dans les rues de Paris avec un gros sécateur, enfin une pince, et il coupait tous les câbles des Bolloré en disant ça consomme à l'arrêt, c'est pas normal et tout. Voilà. C'était marrant. Ça c'est rigolo, mais c'est pas vraiment recommandé ce genre d'action. Puis tu risques de prendre le courant en plus, non? Ouais, j'espère qu'il avait des chaussures isolées. J'en ai aucune idée, mais en tout cas, mais je comprends. Attends, la voiture, elle est branchée, elle consomme de l'électricité inutilement juste à cause de sa chimie de batterie. C'est quand même fou, non? Enfin, je sais pas, moi ça me choque un petit peu quand même. Oui, c'est choquant, c'est énervant, mais quand t'as 1000 bagnoles garées dans Paris, ouais. Ah, c'est les militants, hein, des fois, c'est pas mal, ça fait parler d'eux. C'est vrai. Très bien. Écoutez, merci messieurs. C'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, vos remarques et vos suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast. Salut! Merci. Au revoir. Au revoir.